Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de crise du Covid, mais on va d'abord plus parler en fait des investisseurs et pourquoi est-ce que les investisseurs, ils sont encore plus riches qu'avant. Voilà, ils sont encore plus riches et ils vont encore devenir plus riches qu'il y a quelques années. En fait, il faut comprendre que à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois les écarts se creusent. Ça, il faut vraiment bien le comprendre et surtout, il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça et comment faire pour justement faire partie en fait de ceux qui vont en profiter et non pas ceux qui vont subir. Donc pour ça, on va un petit peu faire le point sur l'état aujourd'hui des différents marchés, voir un petit peu comment est-ce qu'ils se sont comportés et je vais également un petit peu vous partager donc mes performances de la mi-année. Parce qu'au final, malgré la crise, elles sont quand même pas si mauvaises que ça. Donc c'est pas pour autant pour me vanter, mais c'est juste pour vraiment vous montrer concrètement combien est-ce qu'on peut atteindre en termes de performance, surtout durant une crise. Parce que les crises, c'est vraiment des opportunités, ce ne sont pas justement des problèmes, ce sont clairement des opportunités, même si je sais que pour beaucoup, crise, ça ne signifie pas du tout une bonne chose. Ça, à mon sens, c'est avant tout par manque de connaissances et c'est justement pour ça que je vais m'efforcer de vous expliquer aujourd'hui où est-ce qu'il faut investir pour essayer en fait de profiter de la crise et ne pas la subir. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes lettres d'investissement. Donc la dernière, elle est partie cette semaine, en début de semaine. Donc la prochaine partira la semaine prochaine, en début de semaine, normalement le lundi. Alors, on commence, on fait le point sur le marché américain. Donc le marché américain, le S&P 500. Là, je vous mets en fait le graphique. Alors, cette crise, comme toujours, a été une crise inédite. Ça veut dire qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait vraiment se passer et personne n'aurait pu prédire ce qui s'est produit. Donc là, en fait, si on dézoome, on a même du mal à voir, mais attendez, mais la crise, elle est où? Effectivement, on a une très grosse baisse qui est en fait la crise qu'on a eue en 2000. On a ensuite une deuxième grosse baisse qui est la crise qu'on a eue en 2008. Et là, on nous parle d'une crise économique historique encore plus importante qu'en 1929. Et on regarde le graphique, on a fait un nouveau plus haut. Donc effectivement, c'est sûr que c'est compliqué. C'est très compliqué. Les économistes, ils s'arrachent les cheveux parce qu'en fait, on a complètement changé aujourd'hui de modèle. Ce qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça, il faut l'accepter. Les marchés aujourd'hui ne sont pas les marchés qu'il y avait auparavant. Ça, il faut également l'accepter. Les marchés, on le sait, ils sont administrés par les politiques et principalement par les banques centrales. On le sait. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Soit vous voulez être dans le déni et refuser en fait que ce soit le cas. Et dans ce cas, vous n'investissez pas parce que vous vous dites c'est pas normal, ça devrait baisser. Ok, très bien. Ou alors vous l'acceptez et vous en profitez. Voilà. Donc, chacun aujourd'hui est libre de faire ce qu'il veut. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont eu l'audace d'en profiter, aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. Donc, une nouvelle fois, personne ne peut prédire l'avenir. Je sais qu'on aurait pu imaginer en fait le pire, on a fait un nouveau plus haut. Là, on le voit, on est en mensuel, donc chaque bougie, c'est un mois. Et on a clôturé au-dessus, on va dire du mois le plus haut avant la crise. Donc, on a fait un nouveau plus haut en mensuel. Là, on est bien évidemment sur le marché américain. Le marché européen n'a pas exactement la même tête. Pourquoi ? Parce que le marché américain, il est principalement tiré vers le haut par les GAFAM. Je pense que ça, on ne fait qu'en parler. Aujourd'hui, les Amazon, Google, Facebook, Microsoft, en fait, sont eux qui sont ultra dominants dans les indices boursiers, comme le S&P. Et donc, ils tirent par le haut l'indice parce qu'eux ont des performances qui sont supérieures à l'année précédente. Si on prend par exemple l'exemple de Amazon, de Facebook, d'Apple, ils ont annoncé en fait des meilleurs chiffres que le trimestre de l'année dernière, le second trimestre. Donc ça veut dire qu'ils ont profité de la crise. Et vu qu'ils sont vraiment très dominants dans les indices, l'indice a fortement rebondi. Bien sûr, ce n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises. Il y en a beaucoup en fait qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Ça ne se reflète pas vraiment en fait aujourd'hui dans les indices, peut-être un petit peu plus sur l'indice français du CAC 40. Parce que justement, il n'y a pas de GAFAM en fait dedans. Il y a quelques bonnes entreprises, comme par exemple, on va avoir Louis Vuitton, etc. Mais bon, c'est minoritaire dans l'indice français et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout aussi bon que l'indice américain. Donc aujourd'hui,
honnêtement, je ne vais pas forcément rentrer en fait dans le débat de savoir s'il y aura un crack gigantesque, etc. Il y a eu une baisse qui a duré 2 mois. On a fortement rebondi. L'économie n'est peut-être pas du tout corrélée avec les marchés boursiers. Peut-être, d'accord? Peut-être, et c'est même quasiment sûr. Les marchés sont administrés parce que c'est un enjeu politique. Donc ça veut dire qu'il faut l'accepter parce que ça pourrait durer encore longtemps. Voilà. Donc oui, c'est peut-être pas rationnel. On pourrait peut-être dire plein de choses par rapport à ça, mais c'est ce qui se passe. Donc il faut accepter en fait ce qui se passe. Nous aujourd'hui, en tout cas moi, ni vous je pense, vous n'êtes pas aux manettes. C'est pas vous en fait qui pouvez prendre des décisions qui peuvent changer justement les choses. Donc malheureusement, il faut accepter ce qui se passe. Et qui dit accepter dit investir. Voilà. Maintenant, si vous voulez rester à côté parce que vous vous dites que c'est pas normal, ça c'est votre choix. Voilà. Donc en tout cas, le marché américain, il a fortement rebondi. Les économies vont de nouveau se creuser. Il y aura des écarts encore plus importants entre l'économie américaine, par exemple, et l'économie allemande, comparée à l'économie française, italienne, espagnole, même le Portugal, qui ont énormément souffert de la crise, beaucoup plus que l'Allemagne ou les États-Unis ou même que la Chine, par exemple. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un redémarrage qui va être beaucoup plus important dans ces pays-là et malheureusement, on sera encore à la traîne dans les principaux pays européens, sauf l'Allemagne qui s'en tire plutôt bien, et les pays du Nord. Mais sinon, tous les pays du Sud vont encore en souffrir. Et les écarts vont encore se creuser. Et malheureusement, je pense que les pouvoirs d'achat des personnes qui vivent en fait dans ces pays-là vont encore baisser. La richesse va encore baisser ou beaucoup moins augmenter que par rapport aux autres. Et donc, l'écart va encore se creuser. Et ça va être encore plus difficile, malheureusement, pour ces pays-là. Honnêtement, je ne vois pas trop d'échappatoire, d'autant plus que aujourd'hui, le gros point noir, c'est le poids de la dette qui fait que les rendements vont rester au tapis. Les rendements vont rester au plus bas parce qu'aujourd'hui, le poids de la dette est tellement insupportable que les taux ne pourront pas remonter. C'est pas possible en fait aujourd'hui de faire remonter les taux. La France ne pourra pas se permettre de payer les taux d'intérêt s'ils augmentent, l'Italie encore moins, l'Espagne encore moins. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Difficile de prévoir, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas forcément bon à voir. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut rester loin de ces économies et aller miser sur les économies qui vont avoir un potentiel de rebond beaucoup plus important, comme le marché américain. Bon, le marché allemand, mais qui est aussi très corrélé au final à l'Europe. Le marché asiatique également, même s'il faut quand même y aller mollo pour l'instant sur les marchés asiatiques. Le Japon, pourquoi pas. La Chine. Bon, il faut quand même faire un petit peu attention à ne pas aller trop lourd en fait dessus. Il faut se diversifier, bien évidemment. Mais moi, je reste quand même aujourd'hui beaucoup plus pondéré sur le marché américain. Je pense qu'il n'a pas encore donné tout ce qu'il avait à nous donner, même si on parle beaucoup en fait aujourd'hui de la fin du dollar, de la fin de la dominance américaine. Ce sont en fait des choses qui vont durer très longtemps, qui vont prendre beaucoup de temps et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec ce marché-là. Alors, si on fait un petit peu le point Covid, bon, franchement, on ne va pas rentrer dans le détail, franchement, ça me passe au-dessus de la tête aujourd'hui, le Covid. Moi, je tends beaucoup plus à me déconnecter en fait de ce qui se passe parce que je ne suis absolument pas d'accord avec beaucoup de choses, donc je préfère rien dire, plutôt en fait que de rentrer dans des débats sans fin. Donc pour moi, le Covid est toujours là. Là, si je vous mets en fait le graphique du nombre de morts, ce qui est à mon sens le chiffre le plus cohérent, parce que le chiffre de nouveaux cas n'a absolument aucun sens, vu qu'on teste beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant. Donc le nombre de morts, on voit que dans le monde, bien sûr là c'est dans le monde et non pas en Europe, parce qu'en Europe c'est pas du tout pareil. Dans le monde pour l'instant, on est plus sur une phase de stagnation. Voilà, on stagne. On a eu un pic de hausse qui a un petit peu baissé, je pense que c'est corrélé à l'Europe. Maintenant, on a quand même tout le continent américain qui est quand même toujours fortement impacté. Donc voilà, ça stagne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Covid est toujours là. Ça veut dire qu'on va encore vivre un bon bout de temps, à mon avis, avec le coronavirus. Et il y aura des mesures, qu'elles soient bonnes ou pas, c'est pas le but de la vidéo, qui vont être prises et qui vont impacter l'économie, pour sûr. Ça, c'est vraiment une certitude aujourd'hui. Et ça va encore plus impacter les secteurs qui étaient déjà impactés par le coronavirus, notamment les industries, l'automobile, le transport, l'aviation, le tourisme, etc. Eux, à mon avis, ils ne sont pas prêts en fait de se relever. C'est malheureux, mais tant que le Covid sera encore là, à mon avis, il y aura toujours en fait cette paranoïa des différents États en fait de revoir de nouveau un confinement. Et donc, ils vont mettre en place des mesures, qu'elles soient justifiées ou pas du tout, et qui vont impacter malheureusement ces industries-là
à l'avantage de tous ceux qui ont justement profité de la crise du Covid, qui à mon avis vont encore plus et vont continuer à en profiter avec même pourquoi pas des changements qui vont être durables au niveau des habitudes. Peut-être c'est possible au niveau du télétravail, sur le développement encore plus important de l'e-commerce, etc. Tout ce qui est livraison et tout. Voilà, tout ça en fait pourrait encore plus se développer. Donc ça va encore plus renforcer ceux qui en ont profité et on va dire tirer vers le bas ceux qui en ont le plus souffert. Voilà, bon, c'est mon avis, mais je pense que malheureusement, pour cette année, on va encore vivre avec ça. Et je ne compte pas du tout sur le fameux vaccin miracle. Moi, j'y crois pas du tout. Je suis même plutôt, on va dire, anti-vaccin que pro-vaccin. Donc, je pense pas. Aujourd'hui, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la méthode miracle que les États ont envie en fait de croire pour se dire en fait c'est bon, demain il n'y aura plus besoin de toutes ces mesures sanitaires. Moi j'y crois pas une seule seconde, donc je pense que ça va être beaucoup plus durable. Bon, écoutez, ça on verra. De toute façon, ça m'impactera pas vraiment au niveau des investissements parce que je suis ultra diversifié. Maintenant on passe du côté de l'or. L'or, là je mets le graphique, et bien, écoutez, il se porte super bien. Donc l'or, j'en parle depuis maintenant quasiment même plus d'une année. Voilà, ça fait plus d'une année en fait que j'en parle. J'en avais parlé la première fois au sein de mon groupe privé où j'avais en fait tout simplement dit que là on avait un magnifique signal d'achat, on avait une cassure de compression, c'était en juin 2019. Beaucoup de personnes sont justement passées à l'achat à ce moment-là. J'avais fait une vidéo quelques mois après justement pour dire qu'il fallait acheter de l'or, qu'on avait eu un super signal et tout ça c'était avant le coronavirus, hein. On avait eu un super signal. J'avais même dénoncé un petit peu tous les économistes qui nous disaient « Ah, l'or a monté, là, il faut le vendre, etc. » Comme d'hab, ils disent que des conneries. Donc l'or, qu'est-ce qu'il a fait en fait depuis ? Quasiment plus 40, voire plus 50% de performance en l'espace d'une année. Donc oui, il y a eu le coronavirus qui est passé par là. Ça a bien évidemment profité à l'or, mais le signal d'achat, on l'a eu bien avant la crise. Donc ça veut quand même dire que la crise du Covid, certes, elle a profité à l'or, mais il n'y a pas que ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Il y a tout un tas en fait de choses qu'il faut prendre en compte dans les politiques monétaires qui profitent énormément à l'or et c'est pas que depuis la crise, ça a été amplifié avec la crise, mais c'était bien avant cela, beaucoup d'années en fait avant cela que l'or a déjà recommencé, on va dire, à gagner beaucoup d'avantages avec l'effondrement des taux d'intérêt. Ça a été encore plus amplifié avec le dollar justement, donc les taux sur le dollar qui a encore davantage baissé, on est quasiment à zéro, pas tout à fait, on est encore en positif, Dieu merci, mais c'est beaucoup moins intéressant. Donc pour le coup, on va directement chercher du rendement ou plutôt de la plus-value sur l'or qui n'a pas de rendement mais qui performe. Donc c'est mieux d'avoir un actif qui performe pour avoir une plus-value qu'un actif comme l'or ou le dollar qui soit vous fait carrément perdre de l'argent parce que c'est à taux négatif ou alors qui vous rapporte plus rien. Donc voilà, pour plein de raisons, l'or ne fait que monter. Bien sûr, il peut y avoir des vagues de baisse, mais à mon avis, on est quand même parti sur une hausse qui n'est pas terminée. On est sur une année en fait de hausse. L'or a déjà eu en fait des cycles extrêmement longs qui peuvent durer entre 5 et 10 années de hausse. Donc ça se trouve là, on n'est qu'au début de la hausse et ça pourrait encore durer très longtemps. Voilà. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument tout investir aujourd'hui, tout le capital que vous avez dans l'or? Absolument pas. On peut commencer à investir petit à petit. Comme j'ai pu vous le dire, là il a fortement monté, il peut y avoir une vague de correction. Ça c'est largement possible. Maintenant, l'or c'est sur une vision long terme. Je rappelle que l'or sur le très long terme ne génère pas vraiment de plus-value, mais on va dire qu'au moins il a le mérite de conserver la valeur. Donc c'est mieux que les monnaies fiduciaires pour le coup. Ensuite, on passe du côté du Bitcoin. Le Bitcoin se porte lui aussi très bien. Donc on avait eu le petit accident de parcours suite à la baisse panique sur donc les marchés financiers qui ensuite malheureusement ont impacté le marché des cryptos et notamment le Bitcoin. Depuis, on a fortement justement retracé, on a refait un nouveau plus haut et on a eu des gros signaux acheteurs sur le Bitcoin. Donc là on le voit, on a eu un premier signal acheteur sur la cassure de la droite de tendance qui est en rouge, à peu près sur les de mémoire, je crois que c'était un petit peu moins de 10 000 $. Là, j'ai plus vraiment en tête, mais c'était un petit peu moins. Surtout, on a fait un nouveau, on a dépassé en fait la zone des 10 500, 10 600 $ qui était assez résistante et qui était un premier niveau très important. Aujourd'hui, on est en train de buter sur la zone des 12 000 $. C'est le dernier rempart avant de vraiment pouvoir repartir sur une accélération haussière. C'est vraiment le dernier rempart. Donc ça veut dire qu'on pourrait encore rester dessus
un bon petit moment. On pourrait encore retracer un petit peu. Qui dit marché haussier dit aussi vague de baisse, hein, comme toujours. Hein. Donc ne commencez pas à prendre peur dès que le marché commence un petit peu à baisser, s'il vous plaît. Ça, ce sont vraiment les débutants qui font ça. J'espère qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus débutants et que vous ne vous faites plus avoir par les vagues baissières dans lesquelles justement les débutants paniquent et se mettent à vendre juste on va dire, avant que le marché rebondisse et repartent. Donc vraiment, c'est normal si on a des vagues baissières. Bien sûr, il ne faut pas qu'on ait une vague baissière qui retombe à 6 000 $ ou à 3 000 $. Hein. Là, ce serait complètement différent. Mais si on a une vague baissière pour aller rechercher les 9 à 10 000 $, je ne serais vraiment pas surpris. Donc, ne commencez pas à paniquer, d'accord, sur la moindre petite baisse qu'on aura. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une cassure du niveau des 12 000 $ serait vraiment, on va dire, le dernier gros signal, on va dire pour moi. L'ATH en général, c'est juste psychologique, mais ce n'est pas vraiment une zone très résistante. On l'a vu avec l'or, hein. La zone qui était résistante, ce n'était pas l'ATH qui était à peu près à 1920 $, je crois. C'était plus la zone des 1800 qui a fait office de résistance. Et une fois qu'elle a été cassée, l'ATH, ça a été de la rigolade. Donc pour le Bitcoin, ça va être pareil. C'est vraiment la zone des 12 800, je crois, de mémoire, qui est vraiment décisive. Mais si on s'affranchit de cette zone-là, la zone psychologique des 20 000 $, on va peut-être s'arrêter un petit peu dessus. Mais honnêtement, ce ne sera pas la plus grosse résistance. Le plus gros aura déjà été passé. Donc pour le Bitcoin, RAS, j'ai envie de dire, tout se passe comme sur des roulettes. Et ensuite, je vous mets le graphique des altcoins. Donc là, on prend la market cap de toutes les altcoins sans le Bitcoin. Eh bien écoutez, on est en train de casser le fameux range que je vous avais présenté déjà à plusieurs reprises par le haut. Donc est-ce qu'on part sur une accélération haussière au niveau des altcoins? En tout cas, on a vraiment pas mal de signaux intéressants au niveau des altcoins. Donc c'est clairement possible. On peut être vraiment sur un début d'accélération haussière sur les altcoins également. Je reste quand même, on va dire, assez prudent par rapport aux altcoins. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le Bitcoin a toujours cette influence qui est extrêmement forte sur les altcoins. Et quand le Bitcoin pousse fortement, on le voit, les altcoins n'arrivent pas à suivre et sous-performent le Bitcoin. Donc faites quand même attention. Ceux qui sont beaucoup trop exposés en altcoin, malheureusement, ça peut impacter quand même assez fortement votre portefeuille. Et c'est pour ça que, je l'ai toujours dit, mais il faut avoir une certaine partie de son capital en Bitcoin. On l'a vu une nouvelle fois, le maître, c'est le Bitcoin. Même l'Ether qui avait semblé être plutôt corrélé avec le Bitcoin, on l'a vu, hein, il y a quand même eu quelques petits signes de faiblesse quand vraiment le Bitcoin pousse fortement. C'est lui qui dirige le marché et l'argent va vers le Bitcoin et va beaucoup moins vers les altcoins. Donc pour regarder en fait ce comportement-là, regardez les altcoins contre le Bitcoin et non pas contre le dollar, s'il vous plaît, parce que c'est comme ça en fait qu'on voit qu'est-ce qui surperforme, qu'est-ce qui au final arrive à suivre le Bitcoin et qu'est-ce qui n'arrive pas à suivre et donc sous-performe le Bitcoin. Voilà. Alors maintenant, si on fait un petit peu le bilan à la mi-année. Alors, dans les investissements qui, on va dire, me font perdre de l'argent depuis le début de l'année, on va dire que l'immobilier, c'est clairement ce qui se porte le plus mal. Donc l'immobilier, c'est aujourd'hui une petite partie de mon portefeuille global. J'ai arrêté en fait d'investir dans l'immobilier depuis maintenant plusieurs années parce que, à mon sens, c'est beaucoup plus intéressant d'investir dans les marchés financiers, dans l'or, dans les cryptos que dans l'immobilier. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus axé tous mes investissements sur ces actifs-là et non pas sur l'immobilier. Clairement, sur Maurice, il est énormément impacté, surtout sur le domaine touristique en location saisonnière. Bien évidemment que c'est impacté. Donc quand même, j'ai envie de dire que la casse a été limitée. Pourquoi? Parce que la haute saison, en fait, à Maurice, c'est, on va dire, de décembre à mars et que le confinement, en fait, il a eu lieu à partir de la fin du mois de mars. Donc en gros, j'ai quand même profité de toute la haute saison. Et là, actuellement, c'est vraiment la basse saison. Donc j'ai envie de dire que le pire a été évité. On verra la reprise en septembre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, au niveau des réservations, il n'y a pas eu beaucoup d'annulations pour les réservations de novembre, décembre, janvier. Donc on verra en tout cas. Il y aura une baisse clairement cette année. Maintenant, ça ne va pas non plus être une catastrophe. En tout cas, pas pour l'instant, je n'ai pas l'impression. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut repousser les crédits
Donc ils ont été repoussés. Donc il n'y a pas vraiment en fait de dépenses aujourd'hui sur l'immobilier. Bien sûr, on paye quand même à Maurice les intérêts. C'est quand même pas cadeau. Les banques font pas non plus des cadeaux en fait comme en France. Mais en tout cas, voilà, ça reste une perte, une baisse, clairement une baisse de performance. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai envie de dire que c'est pas non plus une catastrophe. Maintenant, on verra en tout cas. Même si c'était une catastrophe, franchement, ça m'impacterait pas, on va dire, globalement. Ensuite, l'or, comme j'ai pu vous le dire, plus 50% depuis les premiers achats en juin 2019. Donc l'or, clairement, il se porte très très bien. Et à mon avis, ça va encore durer, en tout cas je l'espère, plusieurs années. Ensuite, donc mon portefeuille de type bon père de famille. Donc moi, dans les marchés financiers, je n'investis que en mode bon père de famille. Moi, le stock picking, etc., ça m'intéresse absolument pas. Ça, je le fais sur les cryptos. Ça m'amuse beaucoup plus. Donc, sur les marchés financiers, j'ai uniquement un portefeuille bon père de famille. Je l'avais justement un petit peu présenté dans la conférence que j'avais fait en début d'année. J'avais également proposé une formation pour toutes les personnes qui veulent se former et investir en mode bon père de famille dans les marchés financiers. Et donc le portefeuille qui a été présenté dans la formation aujourd'hui, un an après, donc depuis juillet 2019 qu'il a été commencé, on a une performance qui est de 16%. Donc c'est quand même pas dégueulasse pour un portefeuille de type bon père de famille qui n'est pas du tout composé à 100% d'actions. Il y a aussi une forte pondération en or, une toute petite pondération en crypto et aussi une belle pondération en obligations. Donc c'est un portefeuille qui est assez résilient et même si demain on a de nouveau une vague baissière de 10, 20, 30%, ça ne veut pas dire que le portefeuille va tout de suite se retrouver en perte. Loin de là, parce qu'il y aura tout un tas en fait d'actifs qui vont préserver la valeur, voire même encore mieux, qui vont prendre de la valeur. Donc il y aura une perte, bien évidemment. Je ne dis pas que dans 6 mois, 1 an, on sera à plus 20, plus 30%, peut-être pas. Peut-être qu'on sera à plus 2, plus 3%, mais c'est pas grave. C'est un portefeuille bon père de famille, on y met de l'argent et il fait sa vie. C'est tout. Voilà. Donc vraiment, sans prise de tête. Ensuite, le portefeuille donc, que j'ai pu même vous présenter de swing trading, donc avec un capital qui est en Bitcoin. Donc depuis 3 mois, mais en fait, je pourrais dire depuis 6 mois également, en fait, il n'y a pas vraiment eu d'opportunité sur les altcoins en tout cas. Donc en fait, depuis on va dire le début de l'année, on est à plus 25% contre le Bitcoin. Donc ça veut dire quand même que j'ai gagné quelques Bitcoins de plus, ce qui n'est pas négligeable. Et si je ramène ça contre le dollar, parce que le Bitcoin, lui, pour le coup, il a plutôt bien performé par rapport au dollar, et bien là, en fait, on va doubler en fait la perf, on est à plus 50%. Donc c'est quand même pas dégueulasse, plus 50% sur le portefeuille de swing en dollars. Et le portefeuille qui tourne actuellement sur les bots de trading, justement, j'avais un petit peu commencé à vous en parler. Donc ça fait quasiment 3 mois maintenant que j'ai mes stratégies en fait qui tournent. Là, je vous mets donc le graphique de Binance parce qu'en fait sur Binance Future je n'ai que la stratégie qui tourne, donc c'est vraiment pertinent la performance actuelle. Donc on le voit, il y a eu toute la phase de stagnation où sur le Bitcoin et l'Ether il ne se passait rien. Donc là il y a eu des pertes, voilà, on le voit, on est en négatif. Donc il y a eu facilement plusieurs milliers d'euros en fait de pertes durant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Donc la difficulté psychologique c'est quoi? C'est qu'il faut accepter les pertes durant des semaines voire des mois pour attendre le réveil du marché et enfin avoir la phase de performance, enfin on va dire la volatilité qui arrive pour que les bots puissent justement générer de la perf. Et justement là on l'a vu, dès que le marché a commencé à nous donner des signaux acheteurs, notamment sur l'Ether, qui a commencé un petit peu avant le Bitcoin, et bien là, la perf a tout de suite explosé et on est quasiment à plus 80% de performance sur 3 mois. Je précise quand même qu'il y a un petit effet de levier qui est activé sur la strate de 1,5. Donc concrètement, si je devrais un petit peu comparer les deux stratégies aujourd'hui entre moi qui fais du swing trading contre le Bitcoin et les robots de trading qui vont trader le Bitcoin et l'Ether contre le dollar avec un petit effet de levier, eh bien j'ai envie de dire on est plus ou moins à l'équivalence. Pourquoi? Parce que sur ma stratégie personnelle, j'ai des stops. Donc j'ai un risque qui est contrôlé. Donc ça veut dire que je peux perdre à chaque fois, à chaque trade, que un tout petit pourcentage de mon capital et il n'y a pas d'effet de levier. Donc il y a aussi beaucoup moins de frais qui sont engendrés en fait par ça. Sur les stratégies en fait qui tournent aujourd'hui,
donc de NapBot, il y a un effet de levier. Donc forcément, c'est normal que la perf soit plus importante vu qu'il y a un effet de levier de 1,5. Et en plus de ça, il y a une perte qui peut être beaucoup plus importante. Donc il n'y a pas du tout en fait de gestion du risque aussi, on va dire, méticuleuse que quand moi je fais du swing trading. Il n'y a pas en fait vraiment de stop. Donc il peut y avoir une perte maximale qui peut être de 10, 20, 30% du capital. Donc il y a un risque supplémentaire. Donc c'est normal en fait qu'il y ait aussi une performance qui soit supérieure. Voilà. Donc aujourd'hui pour moi, j'ai envie de dire, ça ne fait pas forcément mieux, en tout cas pour l'instant, que mes stratégies en fait de swing trading, mais ça fait quand même de la performance avec du risque qui est quand même plus important. Donc c'est pour ça que je vais certainement pas mettre tout mon capital de trading sur des stratégies comme ça, mais en tout cas diversifier, mettre 10, 15, 20, 30% en fait dessus, ça peut être cohérent dans vraiment un cadre de diversification. Donc bien sûr, là je suis toujours en phase de test. Depuis maintenant plus de 3 mois. Ce qui est important, c'est que là, les perfs sont nets, c'est net bien évidemment. Donc tous les frais de trading, les funding fees, etc. ne sont pas pris en compte dans les performances. Elles ont été enlevées. Donc ça, c'est important de vraiment parler du net. Donc ça reste quand même plutôt intéressant. Donc là, j'ai commencé à augmenter mon capital. Pourquoi ? Parce que qui dit phase de test, dit pas forcément que je vais juste y mettre par exemple 5000 balles et je vais attendre un an, voir ce qui s'est passé. Non, je vais quand même suivre mois après mois, voir l'évolution. Si je vois qu'il commence à y avoir de la performance, que ça commence à capter pas mal de volatilité, je vais bien sûr augmenter le capital. Comme ça, au bout d'un an, en général, si le test dure une année entière, ça veut dire qu'il est plutôt concluant et j'aurai quasiment déjà en fait mon capital que j'avais prévu en fait de mettre en intégralité. Donc j'augmente au fur et à mesure que les tests sont concluants pour quand même profiter au maximum de la volatilité et des performances qui sont engendrées. Et je terminerai également par la diversification au niveau de la liquidité. Donc en termes de devises, moi je suis diversifié donc en euros, en dollars, en francs suisses et en livres sterling. Donc aujourd'hui cette diversification, en plus vivant dans un pays qui n'a pas une monnaie, on va dire forte comme celle que je viens de vous citer, et ben en fait la plupart des monnaies, on va dire des autres pays, et notamment les pays en voie de développement, elles ont perdu quasiment 10 à 15% par rapport au dollar et à l'euro. Donc en fait, ça augmente mon pouvoir d'achat de 15%, juste le fait de pouvoir me diversifier. Aujourd'hui, on a l'euro qui a pris beaucoup de valeur par rapport au dollar. C'est pas dit que ça va durer longtemps. Donc être diversifié, ça permet aussi en fait de pouvoir, on va dire, moyenner un petit peu l'évolution des différentes devises. Parce que là, l'euro prend beaucoup de valeur. Si demain, on repart sur une baisse et que l'euro repère beaucoup de valeur par rapport au dollar, et ben en fait, on pourrait être aussi content d'être en dollars, en francs suisses, qui est une monnaie qui est extrêmement stable. Et c'est même la monnaie aujourd'hui, à mon sens, qui est la plus stable, c'est le franc suisse. Et également, on peut jouer le rebond sur la livre sterling, parce qu'aujourd'hui, à mon avis, je pense clairement que le Royaume-Uni a un potentiel de rebond avec la crise du Covid qui est beaucoup plus important que l'Union européenne, qui a les mains liées aujourd'hui, qui a fait un plan de relance ridicule et qui va encore impacter la France parce que la France va recevoir 40 milliards alors que ça va lui coûter en fait le double. Bref, on va dire de l'enfumage comme toujours. Mais en tout cas, jouer les devises, c'est à mon sens également très très important, et diversifier également ses banques. On ne sait jamais, on est toujours en plein en fait dans la crise, on ne sait pas ce qui va se passer. Si la crise est durable, malheureusement, on pourrait avoir des banques qui sont vraiment en difficulté. Donc un conseil, diversifier également la liquidité au niveau des banques. Voilà, donc j'espère que tout ça, écoutez, c'est clair. On refera le point, écoutez, à la fin de l'année, on verra un petit peu où est-ce qu'on en est. Est-ce que ça a encore continué à prendre de la valeur? Est-ce que ça a baissé? Est-ce que je suis en perte? Écoutez, on verra ça à la fin de l'année. Je vous dis en tout cas bon dimanche, profitez bien de la saison estivale. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, et bonne semaine. Bye bye.